Roland-Garros 2025 démarre enfin et tous se demandent, le tournoi le plus ouvert de la décennie est-il en train de naître? Monte-Carlo et Madrid ont déjà semé le doute, offrant leur lot de cascades et d'exploits inattendus, jusqu'à Rome où pour la première fois dans un Masters 1000, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ont balayé la concurrence pour s'affronter en finale, envoyant un message clair. Ces deux-là sont plus que jamais les principaux candidats aux sacres portes d'Auteuil. Alcaraz tenant du titre par favori, tandis que Sinner revient plus déterminé que jamais. Et c'est la première édition sans Rafael Nadal, l'ogre de la terre battue, dont l'ombre plane toujours sur les cours parisiens. Reste une question cruciale, la partie est-elle déjà jouée ou des outsiders comme Rune, Ruud, Djokovic ou Arthur Fils ont-ils les armes pour déjouer les pronostics? Pour le savoir, plongeons ensemble dans le tirage au sort de Roland-Garros 2025. Roland-Garros 2025 est le deuxième majeur de l'année. Carlos Alcaraz y défend son titre remporté l'an dernier au terme d'une finale épique en 5-7 gagnée contre Alexander Zverev. Sur les 20 dernières éditions, Rafael Nadal a soulevé 14 fois la Coupe des Mousquetaires, gravant son règne dans la terre battue parisienne. Mais cette année, le Mallorca est à la retraite. Qui pourra reprendre sa place d'ogre physique? Roland-Garros reste un défi d'endurance impitoyable, un véritable tombeau pour ceux qui n'y arrivent pas préparés. Certes, Monte-Carlo et Madrid ont offert quelques rebondissements, Alcaraz triomphant dans la principauté monégasque, Ruud dominant à Madrid, mais Rome a rappelé une vérité implacable, seul Jannik Sinner et Carlos Alcaraz semblent capables de dominer. On nous vante un circuit plus ouvert, plus homogène, et c'est vrai dans les 250, dans les 500, dans les Masters 1000, mais dès qu'il s'agit de Grand Chelem, il faut arborer un nom comme Nadal, Djokovic, Medvedev, Alcaraz ou Sinner pour soulever le trophée. Alors, Roland-Garros est-il enfin à la portée de tous? Pour ceux qui nous découvrent, dans notre série Tirage au sort, nous allons décortiquer chaque quart de tableau, ceux de Sinner, d'Alcaraz, de Zverev et également de Fritz, en mettant en lumière les têtes de série alignées, les éventuels coupeurs de tête et les chocs théoriques. Et avant de commencer, je vais t'afficher les 32 premières têtes de série de cette édition 2025 de Roland-Garros. On attaque tout de suite avec le premier quart de tableau, celui de Jannik Sinner. Jannik Sinner retrouve avec lui comme tête de série Fokina, Rublev, Fils, De Minaur, Mensik, Jurkacz et Draper. Au niveau des coupeurs de tête, on peut noter Lejka, Müller, Fonseca et également Gaël Monfils. Le quart théorique, c'est Jannik Sinner contre Jack Draper. Et ce qui est assez fou, c'est que dans cette partie de tableau figurent 3 joueurs qui étaient dans mon top 10 juste avant Roland-Garros par rapport aux résultats récents, voire 4 si on compte également Alex De Minaur, donc une partie assez relevée. Jannik Sinner, après 3 mois de suspension pour négligence de son staff, a signé son retour à Rome où il arrive en finale, quand même où il s'incline seulement en 2-7 contre Carlos Alcaraz. Il a fait de belles performances, notamment contre Casper Ruud où il a laissé seulement un jeu. Mais attention, l'épiphénomène le concernant et on a bien vu qu'il s'est fait rattraper par justement ce tournoi de reprise en finale où physiquement ça a été compliqué parce que pour lui, le plus dur, c'est vraiment la répétition de l'effort, d'autant plus dans un format au meilleur des 5 manches. C'est pas évident pour Jannik Sinner qui n'a pas un jeu naturel sur terre battue avec une prise de balle précoce. Il asphyxie ses adversaires avec un jeu en cadence, un jeu très linéaire. Mais le problème, c'est que sur une surface plus lente, la balle revient et derrière, tu t'exposes un petit peu plus. On l'a vu contre Carlos Alcaraz qui a énormément créé du jeu avec des variations de hauteur. Forcément, Jannik Sinner, il n'arrive pas à s'habituer. Ensuite, il dégoupille et va à la faute. Demi-finaliste l'an dernier à Roland-Garros, il n'a que 70% de victoire sur terre battue, mais c'est lui qui a remporté les 2 derniers majeurs. Au niveau de son parcours, très tricolore, il commence par Rinderknecht, ensuite Gasquet, Watzmann, derrière Fokina ou Lejka, en 8e Fils ou Rublev et en quart de finale De Minaur, Draper ou Mensik. Ce qui fait qu'on a un premier tour ultra accessible pour Jannik Sinner contre Rinderknecht. Pareil pour ce second tour contre Watzmann ou Gasquet, ce serait l'Italien qui pourrait potentiellement mettre fin à la carrière de Ricci. Et ensuite, ça pourrait se compliquer notamment contre Fokina qui va pouvoir le challenger. Physiquement, on sait que Fokina, c'est un joueur très athlétique qui a des lacunes au service et côté coup droit. Mais ça peut être un long match avec un 4-7 et c'est là qu'on va commencer à voir si Jannik Sinner il arrive à tenir cette répétition d'effort. En 8e de finale, potentiellement Arthur Fils qui faisait également partie de mes favoris, en tout cas de mon top 10 de joueurs à surveiller à Roland-Garros. Même si je pense qu'en termes de confrontation, Arthur Fils pourrait se faire exposer, que ça soit sur sa seconde balle avec les qualités à la relance de Jannik Sinner et également le fait qu'il arrive à trouver facilement son côté revers et on pourrait avoir un Français qui dégoupille, même si pour ça, Arthur Fils il va devoir gagner un match à Roland-Garros, ce qu'il n'a pas encore fait et surtout il pourrait scotiner Andrei Rublev au 3e tour, donc c'est loin d'être fait ce 8e pour Arthur Fils et derrière
un quart qui s'annonce un peu plus accessible pour Yannick Sinner du demi-nord, Mencic ou Draper. Pour moi, ce qu'il va falloir surveiller, c'est le temps que l'Italien passe sur les cours pour voir s'il est capable comme ça d'enchaîner. Ça aurait pu être plus simple, mais également plus compliqué. Je pense que c'est important pour lui de retrouver du rythme avec des adversaires qui vont un petit peu le tester. Son adversaire théorique en quart de finale, c'est Jack Draper, le Britannique, qui connaît une superbe saison 2025 avec son titre en Californie à Indian Wells derrière cette finale à Madrid. Par contre, je demande quand même encore à voir sur terre battue. Madrid, c'est des conditions particulières. Là, le format est également différent. Et Jack Draper, la terre battue, c'est pas forcément sa surface naturelle au vu de ses déplacements, au vu de son gabarit. Et lui aussi, au niveau de la répétition de l'effort, ça peut être extrêmement compliqué. D'autant plus au meilleur des 5 manches, son parcours Bellucci. Au deuxième tour, potentiellement Monfils. On ne sait pas dans quel état est Gaël, mais ça peut être un match piège poussé par le public. On sait que Monfils est capable du meilleur comme du pire. Fonseca au troisième tour et en huitième, demi-nord. Et ensuite, Yannick Sinner en quart. Donc un parcours loin d'être évident ou une contre-performance du Britannique. Ne m'étonnerait pas que ça soit lors de son deuxième tour, même au troisième tour ou en huitième de finale. Parce que lui, il a souvent des longs matchs comme ça en Grand Chelem et il peut arriver un petit peu cuit en deuxième semaine de Major. Le deuxième quart de tableau, c'est celui d'Alexander Zverev où on retrouve en tête de série Auger-Aliassime, Cherundolo, Dimitrov, Medvedev, Humbert, Shapovalov et Djokovic. Les coupeurs de tête Arnaldi et Griekspoor, le quart théorique Zverev contre Djokovic. Et là encore, on retrouve 3 joueurs que j'avais inscrits dans mon top 10 juste avant Roland-Garros, donc une partie assez dense. Concernant Alexander Zverev, c'est le finaliste sortant. Il est très à l'aise sur terre battue, il est très à l'aise porte d'Auteuil, même si son bilan depuis le début de la saison n'est pas très réjouissant, 70% de victoire sur terre battue, parce qu'on a un Alexander Zverev qui a pris une douche froide en finale à l'Open d'Australie, en voyant l'écart qu'il y avait contre Yannick Sinner. Et derrière, il n'a jamais trouvé son rythme avec cette passivité de l'extrême. On sait son coup droit qui peine à pénétrer le court. Et un joueur qui est 4 mètres derrière, là qui vient de perdre à Hambourg contre Müller, même si je pense que c'était un petit peu convenu, dans le sens où il a rempli le deal qu'il avait avec les Allemands, sachant qu'il y a eu pas mal de désistements, et lui s'est dit, voilà, je suis allemand, je vais aller à Hambourg, et ensuite je vais me préparer pour Roland-Garros. Mais le format des 5-7, lui, va l'aider, parce qu'il arrive à écurer ses adversaires justement sur la longueur, en étant 4 mètres derrière, en remettant la balle et derrière en attendant la faute de ses adversaires, et ça a souvent payé, en témoignent ses bons résultats à Roland-Garros. Au niveau de son parcours, Tien, qu'il a battu cette saison, mais sur terre battue, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué pour l'Américain. De Jong ou Passaro, Arnaldi ou Auger-Aliassime au troisième tour, Cherundolo, l'Argentin qui mène 3-0 dans les confrontations contre l'Allemand, qu'il a d'ailleurs battu cette saison. Et ensuite Djokovic en quart de finale. Pour moi, c'est typiquement le parcours où Alexander Zverev, à chaque fois, il va paumer 1 ou 2 sets et il va arriver physiquement bien amoindri en deuxième semaine parce qu'il a pas de tour facile en fait. À chaque fois, c'est des joueurs qui peuvent l'embêter du fond, d'autant plus s'il est assez passif. Ça peut s'annoncer compliqué et je le vois vraiment arriver un peu fatigué en deuxième semaine. Attention à Cherundolo qui mène 3-0 dans les confrontations. Mais Cherundolo, on sait qu'il est traumatisé là, de ses 2 dernières apparitions à Roland où il perd en 5-7 contre Rune, où il perd en 5-7 contre Novak Djokovic. Mentalement, ça peut être compliqué pour l'Argentin. Et je pense que sur la longueur, un Alexander Zverev peut peut-être faire la différence. Et il retrouverait Novak Djokovic en quart de finale. Le Serbe qui lui est systématiquement en quart de finale depuis 2009 où il s'était incliné contre Kohlschreiber. Là, à chaque fois, il arrive à trouver des bons repères sur terre battue porte d'Auteuil, même si cette saison, ça a été plus compliqué, sachant qu'il n'avait pas gagné le moindre match jusqu'à la veille de son adversaire le 21 mai à Genève, où il s'impose en 2-7 contre Fucsovics, avec des déconvenus assez tôt, que ce soit à Monte-Carlo contre Tabilo ou à Madrid contre Arnaldi. Donc c'est difficile à dire ce qui se passe dans la tête de Novak Djokovic. Il s'est séparé d'Andy Murray. Je pensais qu'il aurait vraiment tout misé sur le gazon, là où il a sa meilleure chance de décrocher son 25e titre du Grand Chelem. Mais il s'aligne quand même à Roland-Garros et il a un bon parcours avec McDonald, Moutet, Shapovalov au troisième tour, Medvedev potentiellement au 8e et Zverev en quart de finale. C'est un bon tableau pour le Joker qui peut avoir un deuxième tour popcorn contre Moutet, qui peut aller chercher le public, même si sur la longueur je pense que ça va être compliqué. Et honnêtement, j'ai du mal à ne pas voir Novak Djokovic en quart de finale au vu de son tableau. Medvedev, qui cette saison, sur terre battue, a tenu son rang, mais dès que ça montait d'un cran, finalement, il s'inclinait en 2-7, que ce soit contre Casper Ruud ou contre Lorenzo Musetti. Donc Djokovic, je trouve qu'il peut être assez satisfait de son tirage au sort. Ce qui fait quand même que dans cette partie haute, on a 60% des joueurs que j'avais identifiés dans mon top 10 juste avant Roland Garros, donc on a une partie haute ultra relevée. Pour le deuxième majeur de l'année, on va affûter nos pronos. Et pour ça, on a fait appel à un nouveau partenaire, Pronovision.
Imaginez deux frères aussi complémentaires qu'une paire de doubles pour vous guider avec des analyses claires, des résultats solides et une vision du jeu tranchante, comme un slice parfaitement dosé. Pas de promesses en l'air, juste du pari intelligent jour après jour. Depuis Monte-Carlo, leur bilan est irréprochable. Ils seront à fond sur Roland-Garros et Wimbledon pour dénicher chaque opportunité. Ils proposent plusieurs offres. Déjà, vous pouvez rejoindre un groupe public sur Telegram où tous les jours, ils vont vous donner gratuitement des pronostics. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, il y a également un groupe privé pour le tester gratuitement. Vous envoyez Vision par message privé sur Instagram. Et derrière, si vous voulez souscrire à un de leurs abonnements, vous bénéficiez de moins 20% avec le code GST20. Je vous mets tous les liens en description. Et bien sûr, on reste responsable. Pariez uniquement si vous êtes majeur, jouez de façon maîtrisée et ne misez que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Un grand merci à Pronovision et maintenant, retour à ce tirage au sort de Roland-Garros 2025. Le troisième quart de tableau, c'est celui de Taylor Fritz, où on retrouve en tête de série Musetti, Nakashima, Maharaj, Rune, Tiafoe, Korda, Mickelson, les coupeurs de tête Baez, Komesana, Darderi, Altmaier. Le quart théorique Fritz contre Musetti, c'était vraiment le quart où il fallait tomber. On voit pas mal de profils américains. C'est Musetti qui a hérité de Taylor Fritz. Fritz qui connaît une saison extrêmement compliquée, malgré un 8e ici en 2024 à Roland-Garros. On sait qu'on avait beaucoup d'attentes envers l'Américain suite à sa fin de saison 2024. Et derrière, il n'a pas su enchaîner. Après, il s'est également blessé, ce qui fait qu'il a disputé très peu de matchs sur Opre. Il est d'ailleurs aligné cette semaine. Au niveau de son parcours, Altmaier au premier tour, Kopriva ensuite, potentiellement Mickelson au troisième tour, Darderi, Komesana ou Korda en 8e, et Rune ou Musetti en quart de finale. Et franchement, Taylor Fritz, il peut très bien paumer au premier tour contre Altmaier. Altmaier qui avait sorti ici même Yannick Sinner il y a quelques années, qui a fait un 8e en 2020. Aussi à Roland-Garros, qui joue très bien sur terre battue, comme elle est en quart de finale, parce que après, finalement, c'est Kopriva, Mickelson, ça peut passer, et un 8e qui peut être un peu compliqué, mais si Fritz négocie bien son tennis, ça peut clairement aller en quart de finale. Pour jouer potentiellement contre Musetti, la belle surprise de ce printemps qui confirme ce qu'il avait montré en 2024 avec cette médaille de bronze aux Jeux Olympiques, ce gros match contre Novak Djokovic à Roland-Garros, cette demi-finale à Wimbledon, étant donné qu'il a fait systématiquement au moins demi dans chaque grand rendez-vous sur terre battue cette saison, Monte-Carlo, Madrid, Rome. Il a une science du jeu pour la surface avec sa créativité, sa variation des hauteurs, sa qualité de déplacement. Au niveau de son parcours, inqualifié, Royer ou Carbales Baena au second tour, Navone potentiellement au troisième tour, et en 8e de finale, Holger Rune pour un quart contre Taylor Fritz. Pour moi, le principal danger de l'Italien, c'est Holger Rune, parce que Holger Rune mène 2-0 dans les confrontations. Holger Rune, lui, il joue souvent très bien à Roland-Garros. À chaque fois, il perd quand même contre des futurs finalistes, que ce soit du Casper Ruud, du Alexander Zverev. Donc s'il est bien luné, le Danois, franchement, ça peut être une vraie menace pour l'Italien. Surtout que lui, les pièges qu'il devrait éviter, c'est ce premier tour contre Bautista Agut ou un Sébastien Baez qui traîne, mais qui a toujours du mal sur la terre européenne. Attends, je fais une autre pause dans la vidéo parce que si tu ne nous connais pas, nous c'est Games Ten Talk. On aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. On te raconte des histoires passionnantes autour de ce magnifique sport qu'est le tennis. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, si cette vidéo t'apporte de la valeur, tu prends ta raquette, tu fais ton meilleur match sur le bouton pour t'abonner et surtout pense à cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Et le dernier quart de tableau, c'est celui de Carlos Alcaraz, où on retrouve Ruud, Popyrin, Khachanov, Paul, Shelton, Tsitsipas et Mpetshi Perricard. Les coupeurs de tête, Sonego qui joue d'entrée contre Shelton, un Gaston qui traîne toujours par là, et Chevry aussi qui retrouve des couleurs cette semaine, qui va jouer Tsitsipas. Le quart théorique, Alcaraz contre Ruud. Donc Alcaraz, forcément, c'est le favori naturel de ce Roland-Garros édition 2025. 84% de victoires sur terre battue en carrière, plus de 95% de victoires cette saison sur la surface avec une seule défaite contre Holger Rune, un titre à Monte-Carlo, un titre à Rome. Finalement, c'est cette fragilité physique où il a été incapable d'enchaîner, il s'est blessé au bout de 9 matchs, mais c'est extrêmement solide parce que c'est un joueur qui a une belle marge de progression parce qu'honnêtement, en termes de niveau de jeu, je pense qu'il n'est pas forcément très loin de ce qu'il a montré à Miami contre David Goffin. Par contre, la surface permet justement de masquer un petit peu ses faiblesses et notamment ce qu'il arrive à proposer côté coup droit avec cette variation de rythme, ses accélérations, l'amorti, sa qualité de déplacement. Sur la latéralité, également cette transition défense-attaque, ça fait très très mal. On l'a encore vu en finale contre Yannick Sinner. Au niveau de son parcours, Nishikori, d'entrée, Maruchan potentiellement au second tour, Mpetshi au troisième tour, Tsitsipas en 8e, Ruud en quart de finale. Ce qui fait que, hormis Mpetshi, il a quand même de sacrés noms
Carlos Alcaraz, potentiellement des joueurs qu'il arrive à bien manœuvrer, je pense à un Stefanos Tsitsipas. Mais comme ça, sur le papier, on a un Casper Ruud qui est quand même le 3e favori, je pense, de Roland-Garros, qui fait au moins demi depuis 2022, qui va être à jouer en quart de finale. Tsitsipas, qui aussi a de bons résultats, même si ça reste un joueur qui a vraiment du mal en ce moment et du mal contre Carlos Alcaraz. Maro-Chan, qui n'est jamais facile s'il est bien luné. Et Nishikori d'entrée, qui peut t'emmener dans un long match. Donc sur le papier, c'est pas évident. Après, si on regarde chaque confrontation, on se dit que Carlos Alcaraz a l'avantage et devrait s'en tirer. Mais attention à ne pas perdre trop de jus. Et en quart, potentiellement, le Norvégien, qui lui a un beau passif quand même à Roland-Garros, avec 2 finales, qui joue très bien cette saison, qui a eu un déclic avec son premier sacre en Masters 1000 à Madrid, qui a su enchaîner à Rome malgré cette déculottée contre Yannick Sinner. Son parcours, un qualifié Borges ensuite, Popyrin Tabilo au 3e tour et Paul en 8e de finale avec Alcaraz en quart de finale. Un bon parcours, je trouve, pour Casper Ruud, même si Popyrin s'est imposé contre lui à Monte-Carlo. Là, le format va être totalement différent, les conditions aussi. Un 8e intéressant contre Tommy Paul qui a fait une belle prestation à Rome mais qui manque un petit peu de constance. Et ensuite, ce quart de finale contre Carlos Alcaraz qui devrait arriver à exposer ses lacunes côté revers, mais qui peut être un bon match, justement, parce que là, ça pourrait être une finale de Roland-Garros, au vu de la saison des 2 joueurs, de leur forme également du moment sur terre battue. Mais je pense qu'on devrait quand même voir le Norvégien en quart de finale. On arrive à la partie des pronostics. Voici les quarts théoriques que je vais t'afficher, et derrière, tu vas voir mes quarts pronostiqués. Alors pour les quarts théoriques, c'est Sinner contre Draper, Zverev contre Djokovic, Musetti contre Fritz et Alcaraz contre Ruud. Pour les quarts que je vais pronostiquer, Sinner contre De Minaur, Zverev contre Djokovic, Musetti contre Joker, parce que je ne sais pas du tout qui peut aller ce quart de finale. Ça peut être très bien Fritz comme un Komesana, un Korda, un autre joueur. Et la logique, Alcaraz contre Ruud. Ce qui fait que pour moi, en demi-finale, on aurait Sinner contre Djokovic et de l'autre côté, Alcaraz contre Musetti pour une finale Sinner-Alcaraz. Et Alcaraz qui décrocherait son 2e sacre consécutif à Roland-Garros et qui briserait la malédiction, étant donné qu'il faut remonter à 2019 pour voir un joueur s'imposer à la fois à Rome et à Roland-Garros. En tout cas, je suis curieux d'avoir ton avis en commentaire. Pour toi, qui va être le lauréat de l'édition 2025 de Roland-Garros? Si tu veux patienter jusqu'au premier match du tableau principal, je t'invite à aller voir cette vidéo qui t'explique que la balle jaune, finalement, n'aurait jamais dû exister.